Bonjour. L'Essonne en Auteur a aujourd'hui la chance d'être accueilli dans le musée Paul Delouvrier d'Évry. Ce lieu, situé dans la cathédrale d'Évry, n'en est pas moins une entité autonome. Il présente un mélange étonnant d'objets domestiques et cultuels éthiopiens, une collection d'art contemporain ou le trésor du diocèse. Par tous ces aspects, le musée Paul Delouvrier était le lieu idéal pour accueillir Robert Scholtus, prêtre du diocèse de Metz, longtemps enseignant en théologie et plus récemment supérieur du séminaire de l'Institut catholique de Paris. Mais notre invité est aussi l'auteur d'une douzaine d'ouvrages comme Petit christianisme d'insolence, faut-il lâcher prise, Lettres à mes morts, Une saison dans les limbes. Si tous les chemins mènent à Rome, ils sont souvent plus longs, plus tortueux, plus complexes, les chemins qui ramènent à la ville des origines. C'est ce parcours que retrace Robert Scholtus dans son dernier opus, Promesse d'une ville. Cet ouvrage, au chapitre bref comme des tropismes, véritable saut de gambade, d'un souvenir à une anecdote historique sur la cité messine, d'une réflexion sur la ville à une réflexion sur le rapport à la culture dans la société contemporaine, à une densité mystérieuse où la culture est aussi souvent un élégant paravent à la mélancolie. Robert Scholtus, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans l'émission L'Essonne en Auteur pour votre dernier opus, Promesse d'une ville. Tout de suite, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez choisi ce titre. Est-ce qu'il emprunte quelque chose à la promesse de l'aube de Gary? Non, très honnêtement, rien, bien que j'ai beaucoup aimé ce livre. Promesse, c'est peut-être plus à entendre, comment dire, dans un futur antérieur. C'est en quoi une ville est pour une personne qui l'a habitée, en quoi elle est une promesse pour lui, c'est-à-dire en quoi elle le façonne et elle l'oriente aussi vers son avenir. C'est dans ce sens-là que j'ai utilisé ce titre. Alors justement, quelle promesse vous a faite la ville de Metz et est-ce que la promesse a été tenue? Parce que le principe d'une promesse, c'est qu'on attend sa réalisation. Écoutez, c'est sûrement pas achevé la réalisation de la promesse. C'est ce qu'on souhaite. Oui, je crois que c'est une ville qui m'a façonné, qui m'a donné peut-être le meilleur de ce que je suis, mais aussi une ville dont j'ai hérité comment dirais-je, les limites, les incertitudes, les hésitations, les complexes aussi peut-être, et puis peut-être une psychologie propre à une ville comme celle de Metz, qui est une ville de frontières, une ville qui a été historiquement à maintes reprises bouleversée, annexée. Donc, je crois qu'une ville aussi nous communique ses propres complexes et ses difficultés parfois à se situer dans l'histoire par rapport aux autres. Et en cela, j'ai épousé quelque chose de cette ville. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un rapport génétique justement avec une ville? Quand on vous écoute parler, là, on a l'impression que vous avez presque un rapport génétique avec cette ville. Non, j'irai pas jusque-là, parce qu'en même temps, on est fait aussi par les exils auxquels on consent, par le fait même de s'arracher à une ville, et pas forcément d'ailleurs en la quittant physiquement, mais en ouvrant ses portes et ses fenêtres et son intelligence sur un ailleurs. Mais je crois qu'il y a cette tension là entre ce que Jean-Christophe Bailly, que j'ai cité, appelle l'émotion de la provenance, de là où l'on vient, et puis l'attrait toujours d'un au-delà en quelque sorte, d'un autre horizon après lequel parfois on court désespérément. Alors on l'aura compris, ce livre évoque votre relation à Metz et finalement ça pose la question du genre dont relève votre livre. Est-ce que c'est une autobiographie, un portrait de ville, un essai sur la culture contemporaine? On aura l'occasion d'expliquer pourquoi un peu plus tard. Vous l'aurez remarqué, c'est une écriture fragmentaire, on va dire. Quelqu'un m'a dit que c'était écrit comme des sourates. Enfin, j'irai pas plus loin dans la comparaison.
Oui. En tout cas, une écriture fragmentaire et qui fait appel, oui, à des genres extrêmement différents. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre autobiographique, même s'il emprunte évidemment, il emprunte à ce qu'a été mon histoire jusqu'ici. Disons que c'est un côté flânerie, promenade dans une ville, mais aussi promenade dans mes souvenirs qui sont sollicités par une redécouverte de la ville. Évidemment, au passage, il y a des réflexions qui pourraient être celles d'un moraliste, d'un philosophe, et en même temps, je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors bon, vous semblez un peu mettre de côté la dimension autobiographique, et pourtant il a la particularité d'être complètement conduit par une interlocution à la première et deuxième personne. Pourquoi ce tutoiement? Qui sont le locuteur et l'interlocuteur? Et est-ce là encore un écho, par exemple, à Enfance de Nathalie Sarraute, qui avait trouvé cette chose-là pour son autobiographie? Non, et en même temps, ce qui est curieux, c'est que un peu par hasard, j'ai relu ce texte de Nathalie Sarraute après avoir écrit ces quelques pages. Et oui, j'ai été surpris par cette modalité d'écriture. Si je l'ai choisi, ou à vrai dire, je ne l'ai pas choisi, c'est venu assez spontanément, comme si j'éprouvais le besoin de me dédoubler en quelque sorte, de me parler à moi-même, de distinguer celui qui... Voilà, le Parisien que j'étais encore au moment où je l'ai écrit, et puis le Messin que j'allais redevenir. Et c'était pour moi une manière de rendre plus sensible cette distance que m'a permis d'opérer mes années à Paris, cette distance par rapport à Metz. Je crois qu'il faut avoir quitté un lieu pour le redécouvrir vraiment. J'ai eu un peu ce sentiment, de ce point de vue-là, de devenir messin à Paris. C'est paradoxal. Peut-être que dans quelques années, j'éprouverai le besoin d'écrire un petit livre sur Paris, peut-être. Mais peut-être que votre livre est déjà un livre sur Paris. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Les relations entre la religion, en particulier la religion catholique, et la littérature ont souvent été quand même difficiles à travers l'histoire. Comment vous arrivez à concilier votre vocation de prêtre et tout simplement votre vocation, si on peut parler de vocation d'auteur? Écoutez, j'ai toujours eu un rapport assez étroit, enfin depuis ma jeunesse, avec la littérature. J'ai toujours écrit d'une certaine manière. J'ai publié essentiellement des livres qu'on appelle religieux, enfin des livres théologiques. Mais j'ai toujours eu, même dans l'écriture de ces livres proprement religieux ou théologiques, j'ai toujours eu une attention particulière à la forme, c'est-à-dire pas tant aux idées qu'on cherche à développer qu'à la manière de le dire. Donc un rapport assez, je sais pas, à la fois sensible, émotif, charnel à l'écriture. En soi, c'est pas, comment dirais-je, ce ne sont pas deux vocations qui s'opposent, même si parfois elles peuvent entrer en conflit, parce que la littérature c'est la subjectivité, et que quand on est prêtre, on n'a pas non plus envie de se laisser totalement submerger par sa propre subjectivité, même si elle est importante dans le témoignage qu'on a à rendre. Un prêtre, dans l'exercice même de son ministère, c'est pas un haut-parleur qui répéterait une doctrine, une doctrine officielle. La foi qu'il professe, qu'il partage, elle est nourrie par sa propre existence et par le sujet, par ce jeu qui de temps en temps fait une petite escapade en littérature, si j'ose dire. D'accord.
Alors, bon, quand même, vous nuancez, vous diminuez, je trouve, un peu la teneur autobiographique de votre ouvrage. Et je me suis demandé si le fait de mettre tellement en avant la ville de Metz, les lieux comptent toujours pour les auteurs, surtout les lieux d'origine. Mais évidemment, ils ne sont, pour reprendre une expression que vous avez prise, qu'une modalité en général dans votre vie. Et là, dans leur vie, et là, quand on lit votre livre, on a l'impression que donc la première chose, la chose de premier plan, c'est Metz. Puis vous évoluez dans son espace et dans sa temporalité. Et je me suis quand même demandé si finalement Metz n'était pas pour vous une espèce de paravent à une dimension autobiographique du livre beaucoup plus importante que vous ne le laissez croire. Oui, peut-être, mais comme je l'ai écrit, une ville n'existe que d'être la ville de quelqu'un. Oui, et je crois qu'on l'expérimente chaque fois qu'une personne nous fait visiter une ville, sa ville. Et moi-même, je l'expérimente, je le dis aussi, c'est que sa propre ville, on la découvre finalement en la faisant visiter à d'autres. Donc ça passe toujours par ce filtre de la subjectivité. Et puis chaque lieu renvoie à un souvenir personnel, à un événement. Donc une ville, c'est pas seulement un lieu, un assemblage d'architecture. Je l'ai dit d'ailleurs à propos de la cathédrale de Metz, mais on pourrait le dire de toute la ville. Une ville, c'est un événement, quoi. Ça inscrit dans la pierre, paradoxalement, quelque chose qui s'est passé. Et nos souvenirs, ce sont des choses qui se sont passées dans notre vie, quoi. D'accord. Alors justement, en évoquant le motif du souvenir, il y a un autre motif très important dans votre œuvre qui est le motif du regret. Un petit peu de l'avant, c'était mieux. Êtes-vous mélancolique? Et selon vous, la mélancolie, est-ce que c'est une disposition ou est-ce que c'est une réaction? Écoutez, deux choses. Avant, c'était mieux. Alors, évidemment, on se moque de tout. Enfin, voilà, c'est les vieux qui disent ça. Avant, c'était mieux. Mais au fond, un passé pour des mais au fond, si c'était vrai, moi, je pense qu'avant, c'était mieux, à propos de ce qui fait l'objet de ce livre. Avant, c'était mieux quand au cœur de la ville, il y avait des cinémas sympathiques, des ciné-clubs. C'était mieux quand il y avait tel café ou le buffet de la gare qui était ouvert 24 heures sur 24, etc. On pourrait multiplier. Après tout, pourquoi ne pas le dire? Alors, je crois en plus que il y a nécessairement de la nostalgie quand on parle d'une ville qu'on a longtemps habitée. C'est inévitable. Mais la nostalgie, pour moi, n'est pas quelque chose de... C'est pas synonyme de passéiste, ou de passéisme, pardon. La nostalgie, c'est aussi un mode presque de connaissance, c'est une façon de se rapporter aux choses. Et puis on n'est pas seulement nostalgique du passé, on peut l'être du futur, d'un futur qu'on ne connaît pas encore et auquel on aspire. Puis je crois aussi, enfin, que quand on écrit... alors je ne sais pas si c'est la nostalgie qui fait écrire ou si c'est le fait d'écrire qui rend nostalgique, mais il y a une alliance comme ça entre... alors, il y aurait peut-être des nuances à faire entre nostalgie et mélancolie. C'est peut-être ça qui est encore plus fort peut-être que la nostalgie. C'est une certaine mélancolie. La mélancolie, c'est quelque chose qui habite, qui enveloppe les choses, les lieux, et qui de ce fait aussi leur donne une âme. Un charme, oui. Et un charme que ne peut éprouver vraiment, justement, que celui qui les a fréquentés longtemps, ou qui les retrouve. Voilà. Donc c'est en ce sens que j'ose revendiquer ma mélancolie. Ouais. D'ailleurs, si la mélancolie n'existait pas, il y a une bonne part de la poésie, par exemple, qui n'existerait pas. Bien sûr. Peut-on parler d'une ville autrement qu'avec nostalgie ?
Même une ville étrangère ne se dévoile à celui qui la visite pour la première fois qu'au travers des images et des sensations qu'ont déposé en lui les souvenirs de ceux qui y vécurent et les œuvres des artistes dont le nom a fini par se confondre avec elles. Tu reviens à Metz, en réalité c'est Metz qui te revient comme en rêve. Tu reviens à Metz, non pas avec la nostalgie de ta jeunesse, mais avec l'étrange sentiment de celui qui, découvrant une ville inconnue, est persuadé d'y avoir déjà vécu. Il t'aura fallu ces 10 ans d'absence pour éprouver au plus intime des liens charnels qui t'unissent à cette ville, la distance que tu as maintenue à son égard pendant les 30 ans où tu l'as habité intramuros, comme on dirait à Paris. Alors, est-ce que c'est juste si l'on vous classe comme un chrétien social, ce qui devrait d'ailleurs être presque un pléonasme? Alors, un chrétien social, sans doute, mais j'ai un peu de mal à voir le rapport que vous faites entre cette petite promenade dans la ville de Metz et cette étiquette que vous voulez me donner. C'est-à-dire qu'à travers en fait, les souvenirs que vous évoquez dans la ville de Metz, bon, votre foi est très vite apparente, etc. Il y a beaucoup d'allusions religieuses et tout. Mais ce n'est pas un christianisme seulement intellectuel et éthéré. On voit que vous avez aussi des préoccupations, des préoccupations tout à fait sociales, des critiques, des colères contre des personnes, contre des faits de société, etc. Et j'ai relié les deux, mais il se peut que les deux soient complètement, enfin, n'aient pas de rapport entre eux. Hein. Oui, non, mais je comprends mieux votre question. C'est évident que, pour prendre la question par ce bout-là, habiter une ville, c'est prendre part à la vie d'une cité, d'une société. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi se sentir solidaire d'une cité et de sa région. C'est partager les préoccupations, les inquiétudes d'une population. C'est vraiment vivre en solidarité. Et je vois pas comment, puisque vous faites allusion à ça, je vois pas non plus comment on pourrait être chrétien sans être habité par ce souci-là, ce souci de solidarité avec ses concitoyens. C'est d'ailleurs un mot, une phrase, une citation souvent faite d'un grand texte du Concile de Vatican II, à propos de tout ce qui fait les joies, les espérances, les peines, les souffrances des hommes. Rien de tout cela ne peut être étranger. Rien de ce qui est humain, finalement, ne peut être étranger à un chrétien. Et en ce sens-là, évidemment, je suis un chrétien social. Je ne le suis pas, évidemment, au sens où on pouvait l'être en politique aussi. Au XIXe siècle. Il n'y a pas de connotation partisane dans tout ça. Mais c'est évidemment constitutif de ce que je suis. Alors, je veux bien préciser ma question avec une illustration et montrer à quel point votre livre, qui a des aspects aimables dans le sens noble du terme, cultivé, érudit, peut tout d'un coup s'insurger et s'attaquer à des cibles auxquelles quand même très peu de personnes s'attaquent. Par exemple, vous visez à un moment donné un personnage très connu du nord de la France qui est Ernest-Antoine Sellière, qui n'est pas n'importe qui, l'ancien patron des patrons, et voilà ce que vous dites, page 42. Ernest-Antoine Sellière, président de l'Association des Amis de la Fondation de Wendel, et Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel, réussissent à se faire passer pour les indéfectibles bienfaiteurs de la Lorraine qu'ils servent depuis 1704. Wendel revient comme mécène fondateur du centre Pompidou-Metz et se dit fier d'un partenariat qui lui permet de soutenir un projet phare pour la Lorraine, berceau du groupe et de ses familles fondatrices. Et pour aller au bout du cynisme, les signataires de l'accord précisent que ce partenariat s'appuie sur nos valeurs d'entreprise, sur le long terme synonyme de fidélité et d'engagement. Là, on voit quand même que vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, si vous passez cette expression. Ici, quand vous faites cette critique, là encore, justement, c'est pour ça que je parlais d'un christianisme social. Est-ce que ce sont vos engagements religieux qui vous dictent ça, ou est-ce que c'est le simple point de vue d'un médecin, voire les deux ? Oui, ça doit être les deux, effectivement. Et pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut se souvenir que,
que la région Lorraine, et particulièrement la vallée, les vallées de la Moselle, de l'Orne, de la Fensch, ont été les hauts lieux de la sidérurgie française. Ça aussi, c'est une histoire profondément charnelle, comme on a pu le dire. Chaque Lorrain, chaque Mosellan a un petit haut fourneau dans sa tête, quoi. Mais ce haut fourneau, il a été démantelé. Il y a un immense traumatisme, etc. Qui d'ailleurs est inscrit aussi dans le paysage, dans les friches industrielles. Bon, tout cela, évidemment, était en train d'évoluer. Et du coup, voir le nom Wendel inscrit comme bienfaiteur sur le centre Pompidou. J'avoue que la première fois que je suis rentré dans l'amphithéâtre qui porte le nom Wendel, j'ai eu un petit choc. Cela dit, mon propos c'est pas un livre de polémique. Non. C'est un livre, là encore, parfaitement subjectif. En l'occurrence, un livre d'humeur aussi. Voilà. Et ça, je l'assume. Mes lecteurs ont été assez sensibles à ça. Certains me l'ont aussi reproché, enfin, dans le sens où ça peut être considéré comme une lecture un peu courte des problèmes économiques. Mais je crois que ça dit quelque chose de l'âme messine. De l'âme messine et plus largement de l'âme lorraine. Alors s'il y a bien un autre sujet à propos duquel vous êtes critique, c'est la culture contemporaine, ou plus exactement le rapport qu'on a à la culture contemporaine. Que lui reprochez-vous à cette culture contemporaine ? Enfin, je ne voudrais pas que vous fassiez de moi un contempteur de la culture contemporaine. D'ailleurs, à ce propos-là, je me suis toujours demandé comment appellera-t-on demain, enfin, ou dans les siècles à venir, la culture. Bon, on a eu des grandes époques, la Renaissance, le classique, des époques qui se nommaient elles-mêmes. L'art d'aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui, elle se dit contemporaine. Voilà. Et bien, elle sera éternellement contemporaine, on l'espère. Non. On sent qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas concrètement ? Vous aurez noté que je développe un rien d'ironie, peut-être un peu forcé, un peu exagéré. Imaginez une ville que vous avez connue, imaginez Metz, ville qui plutôt incarne l'ordre, une certaine rigueur, une rigueur militaire, une architecture pour une part allemande. Et puis vous débarquez du train et soudain, pour la première fois, vous voyez le centre Pompidou, qui est une magnifique création, inattendue, improbable, comme ça, plantée là, au milieu d'un décor. Enfin, c'est quelque chose il y a quelque chose d'incongru, d'inattendu. Et c'est cette surprise-là que j'ai évoquée, qui relate aussi la surprise de certains visiteurs, des enfants qui sont étonnés. Voilà. Finalement, si vous me permettez, c'est exactement le même phénomène en écho qu'a été le surgissement du centre Pompidou à Paris, en plein milieu des Halles, un quartier historique populaire de Paris, puis tout d'un coup, cette espèce d'usine. Puis finalement, tout le monde s'y est plus ou moins fait. Il y a ce phénomène de surprise que j'ai évoqué. L'autre chose dont j'ai tendance à me moquer, c'est l'air inspiré que prennent les gens du pays pour soudainement être fascinés par l'art contemporain, ou cette manière de tout transformer. Alors là, je dépasse la question de Metz, mais cette manière aujourd'hui de tout transformer en culture, et d'une certaine manière aussi donc de tout muséifier.
les hauts fourneaux désaffectés deviennent des musées, beaucoup d'églises deviennent des musées. Les centres-villes, désertés en quelque sorte, ont aussi tendance à se muséifier. Alors c'est un peu dans ce sens-là que j'ai cette formule pour dire que aujourd'hui, tout se dissout dans la culture, mais une culture qui devient une culture marchande. Ça se vend, voilà. Et alors justement, comment percevez-vous des artistes bon, vous citez un moment Dali, Warhol, bon, c'est déjà un peu loin. Enfin, je cite Andy Warhol, et puis je sais plus qui, Dali. Picasso, Dali. Picasso, je les cite à vrai dire parce que l'ouverture du centre Pompidou de Metz a été précédée dans Paris par une campagne publicitaire assez large, et l'on voyait dans le métro des grandes affiches avec les photos de Dali ou d'Andy Warhol, avec ce slogan Picasso s'installe à Metz. Voilà. Donc je suis parti de cette image-là, puisque c'est à peu près peu de temps après que moi-même j'allais me réinstaller à Metz. Et du coup, j'ai oublié votre question. Mais heureusement, moi pas. Donc, en fait, je voulais simplement savoir, je vais même changer les artistes. Mais par exemple, vous avez des artistes comme ça qui font débat en ce moment. Prenons-en deux, Murakami, par exemple, et Jeff Koons. Bon, comment vous percevez ces artistes? Je mets artistes entre guillemets et je laisse à vos bons soins le fait de définir si pour vous ce sont des artistes. Non, mais écoutez, je vais pas. Je me sens pas du tout habilité à donner des bons points. Il y aurait de bons artistes contemporains et des mauvais. Je suis assez sensible à ce qu'on pourrait appeler, dans l'art contemporain, une forme d'expérience. L'art contemporain, comment dire, a détruit en quelque sorte l'objet artistique, le tableau, l'œuvre, pour valoriser ce qu'on pourrait appeler l'expérience artistique, alors sous forme de performance, sous forme d'installation, autant de choses qui sont éphémères. Mais il y a parfois, dans ces gestes d'artistes, il y a parfois des choses belles et qui rejoignent quelque chose de l'expérience de l'homme d'aujourd'hui. Mais souvent, l'expérience du vide, l'expérience du négatif. Et ce qu'on peut déplorer parfois dans l'appréhension de l'art contemporain, c'est l'absence, au fond, je dirais, de joie, d'espérance, de promesse, pour reprendre mon titre. Voilà. D'accord. Alors, à l'inverse, dans votre ouvrage, vous faites assaut d'une érudition assez classique, de citations littéraires, d'anecdotes historiques, d'auteurs plus confidentiels, de mots rares, et finalement d'un certain élitisme. Mais est-ce que aussi ceci ne traduit pas chez vous une sorte d'exigence, de recherche culturelle que vous trouvez de moins en moins dans la société contemporaine? Vous voyez, je garde cette idée en tête. Je suis têtu. Non, je ne cherche pas à faire de l'élitisme. Simplement, mes livres sont souvent, et on me le reproche, précisément parce que ça peut donner ce sentiment. Mes livres font beaucoup usage de citations. J'aime citer. Pour moi, c'est une manière de rendre hommage. C'est une manière de faire connaître aussi une œuvre. C'est aussi m'incliner devant des choses qui ont été dites par d'autres d'une façon beaucoup plus merveilleuse que je ne saurais le dire. C'est aussi une manière de s'inscrire soi-même justement dans la culture qui est une sorte d'un grand tissage. C'est une manière de prendre place aussi dans le grand livre universel qui est constitué
d'œuvres multiples, c'est faire s'entrecroiser les... Voilà. Alors, je sais que ça peut énerver, ça peut agacer, ça peut alourdir. Toujours est-il que, voilà, je commets ce péché-là. D'accord, ce péché d'adoration. Ce faisant, toutes ces références finissent par peindre un univers culturel, votre univers culturel, et d'autre part, on voit que vous avez aussi l'intention de remettre certains artistes, selon vous, négligés, à leur juste place. Je pense à deux artistes en particulier, enfin, pour l'un d'entre eux, artiste est un mot mal choisi, bien qu'il apparaisse comme une grande figure de notre littérature. Bon, Coltès d'un côté, le dramaturge, et puis Bossuet, n'est-ce pas, l'aigle de Meaux. Bon, est-ce que ce livre a aussi une vocation du coup anthologique? Est-ce que vous êtes une sorte d'ajusteur culturel? Enfin, Coltès, Bossuet, évidemment, le C'est pas le même rapprochement combat. est assez... mais évidemment, si je parle d'eux, c'est parce que Metz. l'un et l'autre ont vécu à Metz, et que... Oui, mais par exemple, je trouve que Bossuet mériterait une attention un peu plus grande dans la ville. Alors bien sûr, les érudits, les universitaires ont pu faire des colloques sur Bossuet, mais je trouve que ça serait intéressant de valoriser cette œuvre, cette écriture poésie, magnifique. Voilà. Alors je ne sais pas si mon livre n'a pas l'ambition d'être une anthologie. Tout ce que j'ai cité là a un rapport plus ou moins immédiat à la ville de Metz. J'ai parlé de Verlaine, qui est né là, et de quelques autres, et de peintres aussi. Mais qui souffre moins, lui, de déficit de notoriété. Oui, il a moins Ce problème. ce problème. Bon. Dans l'écriture de votre livre, on est frappé par la récurrence des allusions, des métaphores religieuses. Qu'est-ce que ce livre emprunte à votre culture religieuse? Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans cette œuvre? Alors écoutez, c'est difficile de faire le départ entre ce qui serait une culture religieuse puis une culture profane, je ne sais pas quoi. Tout ça puise dans le fond, dans mon fond, quoi, dans ce que je suis, et nous sommes tous d'une pièce tout en étant multiples, évidemment. Alors, dans ce livre, je n'ai absolument pas mis en avant le fait d'être prêtre. Je l'ai, ceux qui me connaissent le savent, je l'ai suggéré discrètement à l'un ou l'autre endroit, mais je n'ai pas, parce que j'aurais pu aussi faire, à propos de Metz, j'aurais pu faire aussi, orienter mes réflexions dans le sens d'une histoire ancienne et récente de l'Église à Metz, ou des rapports de l'Église historiquement, avec le protestantisme qui tient une grande place dans la ville, ou avec le judaïsme pour qui Metz est une ville qui compte. Donc j'ai pas du tout orienté mon écriture dans ce sens. Je n'ai pas non plus cherché à cacher quoi que ce soit. C'est perlé. C'est aussi pour moi important, ça. C'est une manière de dire que voilà, enfin, il n'y a pas Robert Scholtus qui serait revêtu d'un surmoi ecclésiastique. Enfin, voilà, c'est moi, c'est moi dans cette déambulation, dans mon passé et dans cette ville présente. Alors, vous faites remarquer à propos de la disposition d'une fenêtre du centre Pompidou-Metz, c'est une obsession chez moi, qui offre une vue sur la cathédrale, que de façon subreptice, et je vous cite, il l'a muséifiée. Vous employiez d'ailleurs tout à l'heure le terme. Vous soulevez là une question qui me semble très intéressante et qui n'est presque jamais posée, ce qui est assez étrange, et qui sont les rapports en fait justement contemporains entre l'Église et l'art.
l'Église a entretenu pendant des siècles un rapport important avec l'art. Bon, il suffit de penser, si on prend la formule de Duby, à ce fameux temps des cathédrales. On entend d'ailleurs la cloche de la cathédrale d'Évry. Quels sont les rapports de l'Église et de l'art aujourd'hui, selon vous? Ils ont encore quelque chose à se dire. Question immense. Je reviens peut-être sur ce que vous avez appelé la fenêtre, Oui. qui est une immense baie vitrée du centre Pompidou-Metz, qui est incontestablement une réussite magnifique, Bon. parce qu'elle ouvre, avec un effet en plus de rapprochement comme ça, elle ouvre sur la cathédrale. Comme si Un tableau. elle était un cadre, elle offrait un tableau, oui, à la cathédrale. Et de ce point de vue, c'est magnifique. C'est d'autant plus magnifique que la première exposition, la grande expo, était tournée autour de la question, finalement, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Et la conclusion, quand on arrivait au 3e étage du centre Pompidou, la conclusion, c'était presque ça. Le chef-d'œuvre, le voilà. Il n'y a pas lieu de se plaindre alors. Le voilà. Non, mais je ne m'en plains pas. Mais en même temps, enfin, mon propos est ambigu parce qu'en même temps, encadrer la cathédrale comme ça, c'est en faire un objet, c'est la faire rentrer dans le musée en quelque sorte. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement comme ça de muséification. Il y a même aussi un phénomène, alors mon propos est excessif, mais je trouve que l'art, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, fait de tout transformer en art et en culture, en produits culturels. Tout cela, je sais pas, je trouve que ça constitue presque une nouvelle religion, quoi. C'est-à-dire, on va au musée et aux expos. Hein, les foules du dimanche matin, elles vont beaucoup moins à l'église qu'aux grandes expos au Grand Palais à Paris. Il y a quelque chose comme s'il y avait une quête, une quête de l'absolu aujourd'hui du côté de l'art, du côté de ce qu'on appelle la culture. Alors, je ne sais pas si mon propos est juste, mais je crois qu'il y a quelque chose de cela. Quant au rapport entre l'Église et le monde des arts, évidemment, je n'ai pas besoin de faire la démonstration qu'historiquement, il y a une sorte d'osmose. L'Église est le grand mécène. L'art occidental, il est, jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'à l'avènement de la modernité, il est l'art occidental et religieux, voilà. Quoi. Il puise tous ces motifs dans la Bible, dans la liturgie. Donc, il y a eu une rupture évidente. Aujourd'hui, le rapport à l'art, il est conflictuel, souvent, on le voit bien. L'Église ne semble pas énormément s'intéresser à ça. Hein. Et quand elle s'y intéresse, on la soupçonne aussi un peu de démagogie, vous voyez, de faire la cour à des artistes contemporains dont on estime qu'ils sont plutôt provocateurs, etc. En tout cas, je crois qu'il y a dans l'art contemporain une authentique quête spirituelle. Alors, je ne suis pas de ceux qui veulent absolument christianiser l'art contemporain comme le font certains, voyant dans toutes les productions quelque chose qui relèverait de l'expérience spirituelle, de l'expérience voire mystique, qui décoderait dans toute la production de la symbolique chrétienne. Je ne suis pas pour cette mainmise, mais en revanche, je crois à une certaine main tendue de beaucoup d'artistes en direction de l'Église. Et je crois qu'il y a un travail immense d'apprivoisement personnel, de découverte mutuelle. Il y a un travail à faire pour sortir de la suspicion réciproque,
Donc je crois que la situation est pas désespérée. Et je connais des artistes qui sont habités par quelque chose de profondément, chrétien. Religieux, Mais chrétien. dont l'expression, pour des chrétiens traditionnels, je ne mets pas aucune connotation mauvaise à traditionnel, sont parfois un peu déroutantes, voire inquiétantes. D'accord. Alors, toujours avec ce centre Pompidou-Metz, vous prenez soin de dissocier, parce que moi, je trouve quand même que vous n'en dites pas de très bonnes choses, vous prenez soin de dissocier l'homme politique, dont François Mitterrand, avec une certaine justesse, mais en même temps beaucoup de cruauté, avait déclaré Georges Pompidou, ce grand oublié de l'histoire, avant même d'être mort. Et vous lui rendez même un hommage en déclarant il aura été, au plus haut niveau de l'État, le dernier représentant de la décence politique. Est-ce que cela traduit le regret d'une certaine France? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec votre approche de l'art contemporain, même si vous avez nuancé un peu le propos, dont Pompidou a paru comme l'un des turiféraires? C'est d'ailleurs une chose qu'on lui reprochait du temps de son ministère comme du temps de sa présidence. Oui, mais on disait aussi qu'à titre personnel, il n'appréciait guère l'architecture du centre Pompidou, Paris. Non, j'ai rendu au passage un petit hommage à Pompidou, puisque ce centre porte son nom. Oui, parce que j'ai une certaine estime pour cet homme-là, et parce que je trouve c'était un homme précisément qui avait de la dignité, de la culture, et c'est peut-être par comparaison avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui que... Voilà, justement, c'était ça l'intérêt de votre réflexion, c'est qu'elle prenait une perspective particulière dans le moment où nous faisons cet entretien. Voilà. Je dis ça comme ça. Mais sans compter aussi que Pompidou était l'auteur d'une magnifique anthologie. Anthologie. Et voilà, c'était Professeur de petite note en passant aussi. Alors là encore, je dis pas qu'hier c'était mieux qu'aujourd'hui, mais en évoquant Pompidou, enfin la figure de cet homme d'État qui était aussi un homme dont je n'oublie pas que c'était un banquier aussi, qui était aussi pas de formation. Non, pas de formation. Tout à fait par hasard, il était professeur de lettres et il était rentré comme fondé de pouvoir chez les Rothschild, mais par un truchement très inattendu. Mais pour moi, justement, c'est une manière aussi de dire, voilà, le recul en quelque sorte de la littérature dans l'espace public, quoi. La littérature n'étant plus la référence des hommes d'État, des hommes publics. Et là, pour ma part, de mon côté, il y a un petit, dois-je dire, nostalgie. Est-ce qu'écrire la ville, c'est pas un des exercices de style les plus périlleux? Ben écoutez, je me suis pas posé cette question quand je me suis mis à écrire. Mais j'ai découvert, en écrivant ces quelques pages, que je ne sais pas si c'est périlleux, mais ça vous entraîne dans des directions multiples, parce que la ville, c'est par excellence le lieu, puisqu'on en parlait à l'instant, le lieu de la vie politique. La ville, c'est le lieu de la rencontre et de l'échange, du brassage des populations, c'est le lieu du commerce. Une ville, elle est polymorphe, elle est complexe. Et se mettre à écrire sur une ville, oui, c'est pas périlleux, mais ça vous entraîne sur des chemins inattendus. Peut-être que j'ai détourné le péril enfin, j'ai échappé au péril en me contentant de me, comment dirais-je, de me promener, quoi. Enfin, j'ai surtout pas voulu faire un traité sur la ville. Il y a énormément de références à la ville dans la littérature, dans le cinéma aussi par excellence. Et puis, en même temps, il y a aussi tout un travail philosophique et sociologique sur la ville. C'est extrêmement riche. Beaucoup d'interrogations aussi sur l'avenir
l'avenir des villes, et peut-être que discrètement, je participe à cette réflexion sur le destin des villes. Que seront les villes de demain? Un sujet où il y a matière à écrire. Alors une ville peut en cacher une autre, et on se rend compte qu'en évoquant la ville de Metz, en la comparant souvent à la capitale, finalement vous faites aussi une sorte de petit portrait plus intimiste, évidemment plus bref, mais de la capitale par les souvenirs qu'elle a pu vous laisser quand vous y exerciez les fonctions de supérieur du séminaire de l'Institut catholique de Paris. Oui, en gardant en tête les proportions, évidemment. Et en sachant aussi que dans une grande ville, nécessairement, on se fabrique une petite ville, pour ne pas dire un village. On voit bien que rapidement, on y dispose ses propres frontières, on délimite un peu son territoire. La différence entre une petite ville ou une ville moyenne et une grande ville, je dirais qu'elle est dans le regard et dans la perspective. Paris, vu d'un pont, de la Seine, il y a un sentiment de grandeur et d'infini. Parce que c'est grâce aux fleuves aussi, ça, ou aux rivières qui traversent les villes. Une ville sans fleuve ou sans rivière, c'est pas une vraie ville. Parce que par le fleuve, par la rivière, il y a un horizon qui s'ouvre. Alors à Paris, évidemment, ça c'est magnifique, ça, les perspectives. Une ville moyenne, une petite ville, on a rapidement le sentiment que un pas de trop et on est presque déjà en dehors, hors de ces frontières. Et ce à quoi j'ai été sensible, et ce peut-être le point sur lequel je suis un peu critique par rapport à la ville de Metz, c'est la tentation comme ça d'un repli sur un centre, mais un centre qui devient un peu mythique dans la mesure où justement il se dévitalise, où il devient uniquement un lieu qu'on n'habite plus mais qu'on visite, un lieu culturel. Donc, d'avoir vécu à Paris, ça oblige au fond à dilater son regard sur une petite ville. Pour qui arrive de Paris, les rues des petites villes de province ont le défaut de manquer de perspective. Elles sont trop courtes et trop basses pour donner l'illusion qu'elles s'ouvrent sur l'infini. Tu reviens habiter à Metz, mais la ville qui t'habite la déborde. Elle se prolonge en boulevard haussmannien. Ses rues étroites débouchent sur des places baroques à l'italienne. Dans ta ville imaginaire, il y a des marchands ambulants, des musiciens de rue. Tu t'y essouffles comme à La Paz, tu y grelottes comme sur le Rynec de Cracovie. En descendant la rue du Vivier, tu penses à Prague sous la pluie. Dévalant les escaliers vers le quai des Régates, tu crois courir vers le port d'une cité secrète. Les petites épiceries et le bazar du quartier d'Outreseille te reportent à Alger, et tu te vois remonter la rue Didouche-Mourad. La ville qui est en toi est le kaléidoscope de tes souvenirs de voyage, le bric-à-brac d'images accumulées qui se superposent, exacerbant en toi la sensation de ce qu'est une ville. Alors, pourquoi cherchez-vous à donner une identité, presque une corporéité à cette ville quand on vous lit page 25, vous parlez de Metz la roturière, page 49, vous dites Metz est une femme, Metz est militaire, Metz la pucelle. Est-ce qu'elle matérialise les êtres qui vous ont été chers et qui ont disparu? C'est un peu l'impression que ça m'a fait. Oui, à l'évidence, parce qu'une ville est riche aussi de tous les visages qu'on y croise, qu'on y connaît, et les visages qui l'ont quitté. Mais au-delà de ça, je crois qu'une ville, c'est un être vivant, quoi. C'est un être vivant. Quelqu'un me disait, à qui je faisais visiter Metz, justement, me disait, et une ville qu'il n'avait jamais vue, m'a dit, ma première impression, que Metz n'est pas une ville poétique, mais c'est une ville qui appelle le récit, l'histoire. On a envie de situer un roman, ou réécrire une page d'histoire.
c'est une ville à récit et c'est pas une ville à poésie. Et je pense que ça a quelque chose de très très juste parce que découvrir Metz, c'est découvrir des pages parfois obscures de l'histoire. Et alors, ce qui vaut pour la grande histoire, ça vaut peut-être pour l'histoire de chacun. Et en ce sens-là, ben voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je l'appelle la roturière, la pucelle. Enfin, ça, c'est l'histoire qui lui a donné ce nom. Oui. C'est voilà, ou une femme, oui, une femme. Oui, voilà, c'est souvent que d'ailleurs vous vous interrogez sur un moment. Sur le féminin, c'est intéressant, le sexe des villes. Qui n'est pas respecté en réalité. C'est pas très respecté. Non. Alors, est-ce que voir évoluer une ville, surtout sa ville d'enfance, ce n'est pas se voir vieillir aussi un peu? Absolument. Il faut l'accepter, il faut le dire. Parce que les villes nous précèdent, les villes nous survivent, enfin, sauf bombardement massif, comme ça a été le cas en Allemagne. Mais les villes nous précèdent et nous survivent. Et c'est nous qui, au fond, en les contemplant, c'est nous qui, dans leurs yeux, percevons notre propre vieillissement. Alors, bien sûr, les villes aussi, sous notre regard, elles changent, et c'est dans cet écart-là, finalement, entre notre propre vieillissement et le changement qui s'opère dans la ville, c'est dans cet écart-là que joue la mélancolie. C'est là que ça se passe. Bien sûr. Alors, je vous poserai une dernière question, et qui a tout son sens à ce moment-là. C'est, est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être retourné vivre à Metz? Que vous répondre? Là, présentement, oui. Peut-être que dans quelques années, je vous dirai le contraire, je n'en sais rien, puis j'aurais envie, justement, de réécrire des pages sur Paris. Non, mais assurément, j'ai toute raison d'y être heureux. Vous aurez noté que mon bonheur à moi, il se mêle toujours à l'esprit critique. Hein, c'est pas, de même que, j'imagine, habiter Paris peut procurer un bonheur immense et en même temps susciter toutes les critiques que l'on peut imaginer. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai utilisé cette expression, ou l'éditeur l'a utilisée à ma page, je ne sais plus, en parlant de mon rapport à la ville de Metz, en parlant d'une tendresse querelleuse. Voilà. Alors je ne peux pas me départir de mon esprit querelleur et encore moins de ma tendresse pour cette ville que j'aime beaucoup. Y a-t-il meilleur moyen de disparaître sans en avoir l'air que de se faire oublier dans le pays oublié de ses origines? C'est à ce vieux fantasme, ou plutôt à ce besoin qu'ont les enfants de se cacher, de se construire des cabanes secrètes loin du monde des adultes, que répond ce que tes amis prennent pour un retour en arrière. Ils s'inquiètent de ce repli provincial, ils pensent que tu vas régresser, ils t'avertissent que cela sera difficile et que tu ne tarderas pas à regretter ce que, dans leur fantasme à eux, ils s'imaginent être la vraie vie. Tu souris, tu ne réponds rien. Comprendrait-il que c'est ta manière à toi de négocier avec ton goût de la désertion, de te défaire du sentiment d'imposture qui finit toujours par t'envahir, où que tu sois, quoi que tu fasses? Vient toujours le moment où tu éprouves le besoin de tirer ta révérence, de t'absenter, le moment où s'impose à toi la certitude que l'essentiel est ailleurs et qu'il sera toujours ailleurs, comme si l'expérience accumulée n'avait servi qu'à te faire désapprendre tout ce dont tu croyais être sûr. Robert Scholtus, je vous remercie, et on peut rappeler le titre de votre livre, Promesse d'une ville, qui, si vous me le permettez, tient tous les cas sa promesse littérairement parlant. Merci beaucoup.